What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que les youtubeurs français fitness sont nuls au bench? Petit disclaimer rapide avant que la vidéo ne commence. L'objectif c'est évidemment pas de se moquer des youtubeurs présents dans cette vidéo. L'objectif c'est de regarder, analyser pour que vous puissiez voir les choses qui font bien, les choses qui font moins bien et du coup évidemment améliorer vous aussi votre technique au bench pour devenir plus fort. Pourquoi est-ce que je fais ces analyses? C'est simple, je suis double champion du monde en powerlifting, moins 66 kg. Vu qu'on fait une vidéo sur le bench, je vais vous parler de mes perfs au bench. Donc mon meilleur bench en compétition à 65,79 kg de poids de corps, c'est 172,5 kg. Et mon meilleur bench à l'entraînement, aux alentours des 69 kg de poids de corps, c'est 180 kg. Donc c'est pour ça que je vais me baser sur toute mon expérience, toutes mes connaissances pour vous donner ces analyses. Et l'objectif, c'est de faire ces analyses pour que vous puissiez apprendre des choses et progresser vous aussi sur votre bench. Nassim, c'est un des piliers du YouTube Game Fitness français. Donc on va voir si Nassim est bon au bench. De 10 en 10 ou plutôt de 20 en 20, je monte. Et ça me permettra d'éviter la blessure. Là pour moi Nassim dit quelque chose de très intéressant et de très important, c'est l'échauffement lorsqu'on fait un max. Alors d'ailleurs je l'ai pas dit mais je le précise maintenant, je vais surtout analyser les max parce que c'est ça qui va être le plus intéressant pour voir combien ils soulèvent et pour voir leur technique aussi. Pour moi lorsqu'on s'échauffe pour un max, il y a deux paramètres qui sont très importants, qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. C'est déjà premièrement l'échauffement et deuxièmement la capacité à estimer votre max. Et pour y parvenir, en power on a une méthode qu'on appelle la gamme montante. Donc l'objectif d'une gamme montante, c'est que vous allez commencer avec des petites barres et vous allez monter progressivement jusqu'à votre charge de travail de la séance du jour. Donc là en l'occurrence jusqu'au max de Nassim. Donc le fait qu'il commence avec 60 et qu'il monte progressivement, pour moi c'est vraiment très très bien. Juste deux. Ah, pas non plus s'épuiser. Donc là c'est un point qui commence à coincer pour moi, c'est que Nassim dit il fait 2 reps à 60, comme ça il va pas s'épuiser. Alors en gros dans cette vidéo il dit qu'il va arriver sur un max aux alentours des 150-160, et donc pour moi lorsque tu as un max à 150-160, c'est pas faire plus que 2 reps à 60 kg qui vont t'épuiser. Avec son profil, son gabarit, son max, à 60 tu peux faire facilement sans t'épuiser 6-8 répétitions, ça va te permettre d'être mieux échauffé pour arriver sur tes barres lourdes. Surtout qu'en fait derrière il fait un passage à 80 kg, donc quand je fais un passage à 80 kg c'est clairement il peut faire plus de reps à 60, passer direct à 100, comme ça 1 il s'échauffe bien et 2 il s'épuise pas pour tenter son max plus tard. Ça vous est pas déjà arrivé, vous faites une rep sur une série, vous êtes en mode ah, et après vous continuez, vous enchaînez 2, 3, 4, et plus vous enchaînez, plus les barres elles passent de mieux en mieux. En fait c'est ça l'objectif de l'échauffement. Alors jusque là en vrai c'est plutôt bien, j'ai pas énormément de choses à dire techniquement. Bon, l'histoire de faire une pause, l'histoire de toucher la barre, ça je sais que c'est des règles en power, en compétition spécifique, donc je vais pas prendre ces critères là pour analyser les bench, ça aurait aucun sens pour moi. Mais clairement jusqu'à 130 c'est plutôt bien, il y a une bonne base technique du mouvement. Alors c'est pas ultra opti pour maximiser au maximum la performance, mais c'est plutôt pas mal. Oh, bon ça monte, mais ça a un peu craqué de partout. J'avais dit quoi? Il dit ça monte mais c'est un peu craqué de partout. Pourquoi? Parce que à 100 kg il a fait qu'une rep et il a fait 100, 130. En vrai le 100, 130 il m'étonne pas trop parce que si tu vises un max aux alentours des 160 c'est pas déconnant. Mais par contre le fait d'avoir fait qu'une seule répétition, je pense que ça l'a pas suffisamment bien échauffé et bien préparé autant physiquement que mentalement. Et donc là il fait 130, il est en mode ah je l'ai pas senti ouf, c'est un peu craqué de partout. Donc faites plus de reps sur des charges un peu plus légères, comme ça lorsque vous arrivez sur vos charges lourdes vous êtes beaucoup plus préparé. Là sur la barre j'ai décidé de mettre 160 directement parce que voilà je vois pas l'intérêt de faire... Alors là, honnêtement, pour moi, là, c'est drapeau rouge. Là, les boys, ceux qui savent que c'est un drapeau rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle une to the moon dans le milieu. Donc, tu fais un jump colossal et tu fais un truc qui a pas trop de sens. Pour moi, je vais dire pourquoi ça a pas trop de sens. Comme je vous ai dit, le but d'une montée en gamme, quand on fait un max, notamment en power, ou sur un format power, là, c'est un max, donc c'est un format power. L'objectif, c'est 1, s'échauffer et 2, estimer votre forme. Une rep à 130 kg, dans son cas, s'il vise 160, c'est clairement pas assez lourd pour qu'il puisse se dire, oui, ok, je suis assez en forme pour tenter les 160, ou non, les 160 ne seront pas là aujourd'hui, autant je me satisfais d'un 150 ou d'un 155. Donc là, faire un 130, 160, honnêtement pour moi c'est drapeau rouge parce que tu fais pas un plus 30 kg sur ton max théorique estimé parce que en plus il dit qu'il a jamais passé les 155 et que sa meilleure barre d'avant c'est les 150. Moi ce que j'aurais fait c'est au moins 150 parce que si la 150 elle est déjà très dure, en fait ça veut dire que t'es pas assez en forme pour faire 160 ce jour-là et donc ça t'évite de tenter une barre que tu risques probablement de rater. Et si jamais la 150 passe très bien, et justement là boum t'es grave en confiance pour les 160, t'as mis 150, tu l'as fait voler, donc là maintenant tu peux mettre les 160. J'ai des doutes que ça passe. Là pour moi c'est une to the moon, j'ai des doutes que ça passe.
Alors là pour moi on commence à avoir des débuts de dégradation technique. Alors ça peut sembler un peu anodin mais déjà premièrement au niveau de son placement il a pas du tout le même placement qu'il avait sur les barres d'avant. Et ça pour moi c'est une petite erreur parce que l'objectif en fait c'est de créer un placement, de créer une position et de la répéter peu importe la charge. C'est ça la base de la technique lorsqu'on veut faire des charges lourdes. Et là en l'occurrence comme vous pouvez voir il décolle la barre et ses pieds ne sont pas en contact avec le sol. Et il bouge et il place ses pieds pendant qu'il a 160 kg à bout de bras. Et vous vous doutez bien que avoir votre max au bench à bout de bras et en même temps essayer de se placer, c'est quasiment mission impossible. Là déjà pour moi dès ce moment-là, il se met dans le dur, il se met dans le rouge parce que justement il n'a pas réussi à créer un placement à partir duquel il va exécuter. Il essaye et de gérer l'exécution et le placement en même temps. Et pour un bon bench en power, il faut d'abord gérer le placement et ensuite l'exécution de la barre. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il sort la barre et quand il sort la barre, ses pieds ils tremblent de partout, il a du mal à bien les placer, du coup il tremble de partout au niveau du haut du corps. Donc ça veut dire que ses épaules ne sont pas bien ancrées dans le banc et donc forcément si vous avez un mauvais leg drive, un mauvais ancrage des épaules dans le banc, n'allez pas être dans les meilleures dispositions pour réussir. Donc c'est ça qui peut expliquer cet échec. Juste après, il décide de mettre 155 pour sauver l'honneur. Et justement, moi j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur cette tentative. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec sa tentative à 160. Donc déjà, dès le début, ses deux pieds sont ancrés dans le sol. Déjà, rien que ce petit détail fait un énorme différentiel sur la réussite de la barre. Comme je l'ai expliqué, on ne peut pas se placer avec notre max au bench à bout de bras en train de tenir la barre. Et là, les pieds sont déjà placés avant même qu'ils sortent la barre. Et il s'en sert pour sortir la barre. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il faut faire hein, quand vous sortez votre barre au bench. Et là, vous voyez déjà, au niveau du haut du corps, il tremble beaucoup moins, il est beaucoup moins instable, beaucoup moins incertain au niveau de son placement que sur la barre d'avant. Donc rien que ces deux points-là, ça peut être un détail, ça se voit pas énormément à l'œil nu, mais en termes de différentiel de performance et d'exécution, ça n'a absolument rien à voir. Et la barre passe. Alors je vais pas faire le mec, oui il a passé la barre parce que je pense qu'en très grande partie la barre est passée parce qu'il a mieux géré son placement de pied, parce qu'il a mieux géré son placement d'épaule. Donc si je devais donner une note au bench de Nassim, je dirais qu'en termes de force pure, il est très fort honnêtement. 155, il était pas loin des 160 non plus. Aux alentours des 100 kg de poids de corps, bah il s'entraîne pas en power donc il fait pas un cycle d'entraînement de force avec des stratégies de développement de la force etc. Honnêtement pour moi c'est vraiment une très bonne performance. Et au niveau technique, je dirais un B technique. Je mettrais Nassim en termes de force, je le mettrais en A, c'est sûr. En termes de technique, je le mettrais en B. Et donc je dirais A- parce que on reste quand même sur un plutôt haut niveau. Mais comme je dis, il y a eu les deux petites erreurs qu'il a fait de placement à 160, placement des pieds, placement des épaules, qui à mon avis lui ont coûté la barre. Et donc pour éviter que ça vous arrive à vous, je vais vous montrer là tout de suite un bon placement de power pour avoir un setup parfait avec un très bon ancrage des pieds, très bon ancrage des épaules pour être très performant. Du coup, le placement des épaules, capital. Honnêtement, pour moi, il y a deux aspects essentiels et l'aspect le plus essentiel au bench, c'est ce placement d'épaule qui va vous permettre de créer une position stable, forte, de protéger aussi vos épaules et de vous permettre de mieux recruter vos pecs et soulever plus lourd. Donc, ce qu'on veut, pour moi, c'est un placement en 3 temps. Donc, commencez en ayant les épaules un peu en avant comme ça. Ensuite, vous allez légèrement les ramener vers l'arrière et à partir de là, vous allez baisser un peu vos épaules. Et là, du coup, j'ai un très bon placement. Vous voyez, j'ai pas d'effort à faire pour que la barre descende et remonte. Donc, premièrement, vous allez pousser avec vos jambes pour aller vers l'arrière. Donc, pour que vos yeux arrivent sous la barre. Donc ça donne ça. Et en même temps que je pousse, je ramène mes épaules vers le bas. Maintenant, vous allez rapprocher très légèrement vos jambes de vous. Et là, vous voyez, je vais pouvoir pousser avec mes jambes et enfoncer mes épaules dans le banc pour maximiser mon ancrage. Et là, ce que vous allez faire, c'est avant de sortir la barre, vous poussez toutes vos forces dans vos jambes et vous transférez cette force vers vos épaules. Une fois que vous êtes là, vous déposez vos fesses sur le banc en gardant la tension dans les jambes. Et là, vous avez un setup parfait pour un gros bench. On continue avec les deux autres youtubeurs fitness que je vais analyser, Bodytime, donc Alex et PJ. Easy. Alors 120 kg la barre passe bien, par contre j'ai un tout petit peu le même problème que Nassim, donc à savoir vous voyez quand il se place, il n'y a pas vraiment de travail de placement des épaules, donc ça premièrement je pense c'est un peu une erreur, et deuxièmement vous voyez quand il sort la barre, galère un peu à se placer, il galère à trouver de la stabilité, et ça c'est parce que le placement des épaules n'a pas été fait au préalable. Donc c'est pour ça que par rapport au petit segment technique que je viens de vous présenter, c'est extrêmement important de régulariser votre placement au bench pour une performance. Mais sinon la barre passe bien, en vrai 120 kg qui bouge comme ça très facilement c'est pas mal du tout.
Yes. Déjà, la première chose qui est intéressante à remarquer, c'est que Alex et PJ n'ont pas du tout la même technique au bench. Donc Alex, il a plutôt une prise anatomique, donc les bras à peu près largeur d'épaule. Ça se voit parce que de base, il a un physique un peu plus compact, on va dire. Là où PJ, il a un physique un peu plus longiligne, des segments un peu plus longs. Et donc du coup, on voit que PJ, il a plutôt une prise large, qui est un tout petit peu en dehors de ses épaules. Et je pense que c'est très intéressant de faire ça, parce qu'en fait, vous allez un peu mieux optimiser vos leviers. Si vous voulez, les leviers, c'est quoi? C'est la longueur de vos bras, la longueur de vos fémurs, etc. Vos insertions. Et ça, vous pouvez rien y faire. Les insertions que vous avez, c'est les insertions que vous avez. Par contre, la position dans laquelle vous vous placez pour exécuter un mouvement, ça va avoir un gros impact sur, concrètement, comment vous vous servez de vos leviers. Et là, ce qui est très cool, en fait, c'est qu'on les voit les deux faire le même mouvement, mais en utilisant chacun leur force différemment. Mais par contre, techniquement, je pense qu'il y a une chose sur la technique de PJ qu'il faut un peu revoir, c'est ce qu'on appelle le leg drive, donc en fait, la poussée des jambes dans le bench. Pour ceux qui savent pas, au bench, on utilise évidemment surtout le haut du corps, mais on utilise aussi beaucoup les jambes, le leg drive. Et vous voyez que quand il est un peu dans le dur, on voit que ses fesses décollent, alors que l'angle permet pas trop de bien le voir, mais enfin, ça se voit quoi, que ses fesses décollent. Et pour moi, les fesses qui décollent, en soi, c'est pas oh, ça triche ou quoi, c'est simplement que le fait que les fesses décollent montre que vous n'avez pas un bon leg drive dans le mouvement. L'objectif au bench, c'est d'avoir une trajectoire vers l'arrière. Et donc, en gros, vous devez pousser avec vos jambes dans ce sens-là pour avoir une trajectoire dans ce sens-là. Donc, si jamais les fesses de PJ décollent, c'est-à-dire qu'ils poussent ni dans ce sens ni dans ce sens, ils poussent plutôt dans ce sens-là. Et en soi, c'est pas forcément le meilleur sens de pousser avec les jambes pour produire et transférer de la force dans la barre. Donc ça, ce serait pour moi une erreur qu'il faudrait revoir. Mais du coup, 140 kg validé pour PJ. En vrai, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. En plus, dans la vidéo, ils disent qu'ils font quasiment pas de bench à la barre, ils en font quasiment jamais. Je sais pas trop quel poids ils font. Je pense qu'ils doivent être aux alentours des 85-90 kg, je pense. Donc en vrai, 140 kg pour ce poids de corps-là, honnêtement, c'est vraiment très bien. Donc là, maintenant, c'est Alex qui passe à 140. Et franchement, la barre passe très bien. Plutôt impressionné par les deux à 140. Donc là, ils vont tenter 145 kg. C'est logique de mettre 145 quand t'as passé les 140 comme ça. Alors la 140 de PJ était plus dure que celle d'Alex, mais quand tu tentes ton max, tu tentes ton max quoi. Donc Et justement, pour faire un petit parallèle avec ce que j'ai dit juste avant avec Nassim, là pour moi, c'est plus cohérent au niveau de la montée qu'ils ont mis en place, parce qu'ils ont mis la barre à 140, elle est passée, ils se disent ok, par rapport à comment les 140 sont passés, voilà ce qu'on peut estimer, ok, on va plutôt mettre 145, plutôt 150. Donc là, ils sont partis sur 145, et honnêtement, pour moi, c'est logique. Je l'amène. Ah, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là pour moi il n'y a pas forcément de technique. Comme j'ai dit, le placement, le setup, ils peuvent faire un peu mieux quand même. Mais je pense que c'était juste un peu trop lourd en fait. C'était vraiment juste un petit peu trop lourd. Je t'ai posé les couilles sur le... Ah ouais, j'avais tes couilles là. Alors je pouvais vraiment plus forcer là. Ça me termine. Effectivement, quand tu te fais spot par quelqu'un derrière, si c'est un homme... Allez. Explosif, boum. Oui. Allez, allez, allez. Donc là, on voit que Alex, il a la force, mais il y a vraiment aucun travail de placement au début. Et pour moi, ce manque de travail de placement au début, ça lui coûte la rep, hein, tout simplement. Parce que ça se voit qu'après, ses fesses décollent, ça part dans tous les sens. En fait, il n'y a pas vraiment une position qui crée de la force à partir de là et sur laquelle il va pouvoir pousser lourd longtemps. Donc, si je devais donner une note à Alex et PJ, en termes de force, je pense que je les mettrais sur un B, B+, parce que clairement, ils sont aux alentours des 140, 145, en tout cas sur cette vidéo. Et par contre, en termes de technique, je mettrais un C, parce qu'il y a trop de lacunes, il y a trop de choses qui vont pas. Manque de placement au niveau des pieds, manque de placement au niveau du haut du corps. Donc voilà. Mais en tout cas, je les trouve vraiment forts, parce qu'en plus, ils disent que voilà, ils font pas de bench à la barre ou quoi. Donc pas faire de bench à la barre et claquer les 140 comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc note globale, je mettrais B, B- à Alex et PJ. Parce qu'en plus, ce qui est marrant en fait, c'est que les deux ils s'entraînent ensemble et les deux ils ont le même profil. La seule différence qu'ils ont, c'est juste Alex il a sa prise anatomique, PJ il a la prise large. Mais sinon, ils ont un peu les mêmes lacunes sur le mouvement. Donc c'était d'ailleurs marrant de le voir. On continue avec notre troisième youtubeur fitness, Thibaut InShape. Alors pour Thibaut, j'ai deux vidéos, j'en ai une qui date un peu, donc je voulais quand même l'analyser parce que je la trouve très intéressante, et il y en a une un peu plus récente. Donc la première qui date, donc c'est Thibaut qui fait des reps à 120 kg, donc ça déjà en termes de perf c'est pas mal du tout, mais c'est pas un max. Je vais juste analyser rapidement pour voir, et justement ça fait un très bon parallèle avec le bench de Alex et PJ juste avant, parce que là vous voyez que Thibaut, en fait, déjà de base il a les pieds ancrés, ça se voit qu'il ne bouge pas, et avant de sortir la barre, on voit qu'il fait comme un espèce de placement en haut. Alors à mon avis, je sais pas s'il le fait consciemment ou pas, mais en fait en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de placer ses épaules, et il est en train d'ouvrir sa cage thoracique. Et ça, c'est vraiment capital pour un gros bench, pour aussi bien recruter, solliciter vos pecs. 1, ça vous fera plus d'hypertrophie au niveau des pecs, mais 2, vous aurez aussi plus de muscles engagés dans votre mouvement, et donc vous pourrez soulever plus lourd. Donc vous voyez qu'il fait ce mouvement, et ensuite seulement, il sort la barre, et on voit que ses épaules restent ancrées tout du long pendant le mouvement. Donc en fait, c'est pour ça que je voulais analyser rapidement cette vidéo, parce que je la trouve très très bien. Bon, l'angle, il est, voilà, c'est un angle où on voit, c'est dur à analyser, on va dire, ce genre de vidéo. En tout cas, il y a ce travail de placement des épaules qui est très bon, et en plus, il fait 4 reps, je crois, sur la 5e
il se fait un petit peu aider. 4 reps à 120, c'est très bien en termes de perf. Mais ça se voit qu'il était un peu balèze. C'était Thibaut InShape en prise de masse. Et du coup, deuxième vidéo que j'ai trouvé, là ça date de 2 ans. Donc là il fait une rep à 100 kg. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est regarder avant de se placer, en fait, on a une vue de côté de ce qu'il faisait déjà 10 ans auparavant. Et en fait, c'est cette espèce de travail de placement des épaules. Alors, il pourrait mieux le faire, évidemment, mais je trouve que c'est déjà très bien de voir que pour lui, c'est une des étapes importantes du placement des épaules au bench. Et la rep passe très bien à 100 kg, donc ça c'est nickel. Derrière, je crois qu'ils vont faire une un peu plus lourde. Et derrière, la barre qui passe vraiment très facilement, donc ça se voit qu'il en a quand même encore beaucoup sous le pied, donc je pense peut-être, au vu de comment les 110 passent, je pense qu'il a au moins les 130. Et donc c'est ce que j'ai trouvé sur Thibaut InShape. Du coup, en termes de technique, pour moi, Thibaut, on est sur un A, parce que, bon, il a pas une technique parfaite pour un powerlifter, mais il a tous les axes principaux ancrés. En termes de force, je sais pas trop quel poids il fait, je dirais qu'il fait aux alentours des 80 kg, je pense. Peut-être un petit peu plus sur la première vidéo que j'ai analysée. Donc je dirais qu'en termes de force, je le mettrais sur un B, à peu près B, B-. Je pense que je le mettrais un petit peu en dessous de Nassim. Si Nassim, c'est un A-, Thibaut, c'est un B+. Thibaut, excellente exécution technique. En termes de force, bah, il est plutôt fort, mais je trouve un petit peu moins en termes de force pure que bah, Alex Epéji ou Nassim Saïli. Quatrième youtubeur fitness que j'analyse, Avner, Road to Cyan. Alors évidemment, j'ai une attention toute particulière, une pensée toute particulière pour Avner. C'est un des premiers gros youtubeurs avec qui j'ai fait un fit, et la vidéo qu'on avait fait avait été vraiment trop cool à filmer, et en plus, ça m'avait pas mal aidé à me lancer sur YouTube, donc un petit SO à Avner. Du coup, ça date d'il y a environ 1 an, je crois, et on voit Avner faire un max au bench. Alors, on voit qu'il fait un très bon travail de setup. Déjà, là pour moi, c'est radicalement différent des autres youtubeurs que j'ai analysés. Alors évidemment, je sais qu'Avner a beaucoup travaillé sa technique au bench. Je sais qu'il a fait pas mal de collabs avec des youtubeurs power, dont j'ai fait partie. Donc voilà, je sais que c'est pour ça qu'il a cette très bonne exécution, ce très bon placement. Mais en fait, là en gros, les points sur lesquels je veux insister sur son placement, c'est, vous voyez qu'il ancre ses épaules et il pousse avec ses jambes vers ses épaules. Et en fait, ça crée comme une espèce de pont. Et ce pont va permettre non seulement de bien placer ses épaules, mais en plus d'avoir un dérac très puissant. Et si jamais votre dérac il est très puissant, vous aurez déjà infiniment plus de chances de réussir votre barre. Ouais, vous voyez, la barre il la sort ultra facilement parce que justement il se sert de toute la force de son corps. Ça c'est pas mal. La barre bouge bien, il a un très bon leg drive, on voit que ses jambes bougent un peu, le fait que les jambes bougent ça montre qu'elles poussent, mais on voit aussi l'élément quand même principal de comparaison avec justement le bench de Alex Epéji, c'est que eux, les fesses elles décollaient significativement du banc, et ça je vous ai dit, pour moi les fesses qui décollent, ça veut dire le leg drive n'est pas impliqué dans le mouvement. Là où Avner, on voit que les jambes bougent, mais les fesses ne décollent pas, donc son leg drive il est 100% impliqué dans son mouvement. La seule petite remarque entre guillemets que j'aurais à faire là sur le bench d'Avner, c'est que je le trouve vachement serré en termes de prise, et avec les coudes vachement rentrés, serré le long du corps. Et ça, pour moi, c'est pas la meilleure technique d'optimisation de levier et de production de force au bench, parce que avec cette position-là, vous voyez que en gros, j'ai pas un très bon alignement entre mon poignet, mon coude et mon épaule. Là, vous voyez que mon épaule, elle est largement au-dessus de mon coude, et ça, en termes d'alignement pour de la production de force, c'est pas idéal. Et du coup, il passe une tentative à 150 kg. Donc toujours le même bon placement au début, tout ça, y a rien à dire. Et vous voyez là, en fait, dès qu'il commence à pousser, le fait que ses coudes soient autant rentrés à l'intérieur, on voit qu'il galère et qu'il peut pas vraiment produire de force. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans la vidéo, c'est que juste un peu plus tard, il la retente, et vous allez voir un peu la différence entre la première tentative et la deuxième tentative. Parce que la première tentative, clairement, il était pas près de la voir, la barre elle passait pas du tout. Et la deuxième, il est vraiment à ça de la passer. Donc là, si vous regardez bien... Et là, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre directement les coudes. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le fait d'ouvrir les coudes, ça va aligner votre épaule avec votre coude et votre poignet. Et d'un point de vue d'alignement des articulations contre la force que la barre elle exerce sur notre corps, ça va être radicalement mieux, ça n'a absolument rien à voir. Et là, on voit qu'il est vraiment à 2 doigts de la passer. Donc en vrai, je pense que si dès le début, il avait eu un tout petit peu plus les coudes ouverts, notamment dès la descente, je pense que dès la première tentative, je dis pas qu'il l'aurait passé à coup sûr, mais il aurait eu beaucoup plus de chances de la passer selon moi. Il a la fatigue du premier échec à 150 kg et il est vraiment à ça de la passer. Donc là, vous voyez sur la descente, les coudes un peu trop rentrés, un peu trop fermés, il remonte, boum, il ouvre les coudes, ça part bien et il manque un petit peu de force pour qu'il la passe. Donc clairement, attention à votre ouverture de coude au bench. Pour moi, c'est un point clé, un point essentiel. Donc si je devais donner une note à Avner, en termes de force, je pense que je le mettrais B+. Technique, je mettrais A- parce qu'il y a cette histoire de coude qui me chiffonne un peu, mais sinon tous les autres aspects techniques sont très bien gérés. Et donc note globale, je le mettrais, je pense que je mettrais Avner en B+ avec Thibaut. J'aurais tendance à dire que Avner est un peu plus fort que Thibaut et techniquement, je pense qu'ils se valent. Pour l'instant, je le mets en B+. Cinquième youtubeur fitness que j'analyse, Flequinho.
Alors évidemment, c'est un peu différent. Ceux qui me suivent savent que ça fait quelques mois que Flequinho, je le coach en power, qu'il progresse, qu'il a fait des dingueries au bench récemment. Mais là, du coup, ce que je vais analyser, c'est je vais analyser Fleck au tout début, donc la première fois où on s'est vu. Donc là, il était vraiment en mode full go muscu, 100%. Il avait du coup sa technique go muscu au bench, etc. Et là, du coup, je vais analyser cette exécution-là. Mais pour ceux que ça intéresse, je vais prochainement sortir une vidéo sur tout ce qu'on a mis en place avec Fleck pour faire exploser son bench. Donc je vous spoil rien, mais Fleck en ce moment, il fait des boulots au bench. Donc pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper cette prochaine vidéo qui arrive. Donc là, du coup, bench 120 kg. Donc Fleck, je sais qu'à ce moment-là, il fait aux alentours des 85 kg, quelque chose comme ça. Donc 120 kg à 85 kg, je pense que c'est pas mal. C'est plutôt honorable pour un go muscu. Mais par rapport aux autres youtubeurs que j'ai analysés jusque-là, il est clairement pas dans le haut du panier. Depuis, il a progressé, mon boy. Donc là, on voit clairement, il fait quand même un petit travail de placement. Donc ça, c'est important de le noter. On voit qu'il place ses mains et il va pour placer ses épaules un petit peu au début. Mais par contre, on voit qu'au niveau de la trajectoire de la barre, il pousse tout droit. Et ça, clairement, c'est quelque chose que les go muscu ont tendance à faire parce que, je l'ai analysé avec Alex et PJ notamment, ils ne se servent pas trop ou alors ils se servent mal de leurs jambes. Et quand tu te sers pas de tes jambes, en fait, tu vas avoir tendance à avoir une trajectoire toute droite. Sauf que quand tu te sers de tes jambes, rappelez-vous, je vous l'ai expliqué, quand on pousse avec nos jambes, on veut pousser vers l'arrière. En fait, le fait d'aller chercher une trajectoire légèrement vers l'arrière, ça va vous permettre de mieux utiliser la force de vos jambes dans le bench. Et donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, je me rappelle très bien, je dis à Fleck, d'ailleurs, je pense qu'on peut mettre le son, je dois le dire. Rappelle-toi ce qu'on disait au début, c'est que tu vas pousser avec tes jambes vers l'arrière. Exactement ce que je viens de dire. Là où je suis content, c'est que là, aujourd'hui, un an plus tard, j'analyse exactement de la même façon comment j'analysais il y a un an. Et donc, spoiler, quelques secondes après, donc Fleck, il y retourne, il retente. Évidemment, enlever le t-shirt, ça c'est plus 5 en force, direct. Fleck, à chaque fois, il rate une barre, il enlève le tee et après, il la passe, la spéciale. Ah, c'était hype quand même. Et donc là, du coup, il passe la barre. Et juste avant, il la tente. Il se fatigue quand même lorsqu'il la tente. Et 5 minutes après, il la passe avec un léger changement technique. Comme je vous ai dit, le seul changement que je lui ai dit de faire, c'est au lieu de pousser tout droit comme ça, pousse un peu plus avec tes jambes, pousse vers moi. Et du coup, il a passé la barre. Donc la preuve que des fois, des petites associations techniques comme ça, des petites modifications techniques créent un énorme différentiel. Donc comment je noterais Flequinho? Je parle de ce Flequinho là. Attention, je parle pas du Flequinho actuel. Mais le Flequinho de l'époque, je pense qu'en termes de force, je le mettrais... Allez, c'est mon gars, il va pas m'en tenir rigueur, mais à l'époque, je le mets en C. Flequinho, t'es mon gars de ouf, mais à l'époque, je te mets en C en termes de force. En termes de technique, je le mettrais en B, B+, note globale. C'est mon gars, je le dose parce qu'il sait que voilà. Mais il a évolué depuis. Le Fleck actuel, je le mets pas en C. Mais le Fleck de l'époque, mon gars, je te mets en C. Mais il s'entraînait dur. En fait, c'est ça les gars qui comptent. À l'époque, le gars, il était en C. Ça veut dire que c'était pas un très bon bencher. Mais là, il s'est entraîné dur pendant des mois. Et là, clairement, le Fleck d'aujourd'hui, je pense que je le mets un A-. Ah oui, clairement, A-. Donc vous voyez, le mec, il était en C, il a fait une remontada jusqu'en A-. Mais pas le Fleck de là que j'analyse. Le Fleck de là que j'analyse, c'est un C. Ouais, c'est mon gars, mais faut dire les termes. 6e et dernier YouTuber fitness que je vais analyser Brutus le robuste en chair et en muscle. Petit aparté rapide, Brutus évidemment, là ça fait quasiment 2 ans qu'il s'entraîne en power, que on bosse ensemble, je le coach. Donc voilà, Brutus maintenant il a la technique power, etc., etc. Mais la raison pour laquelle je voulais l'analyser principalement, parce que c'est vraiment un très bon résumé de tout ce que je viens de dire avant, où Brutus, au début il avait un peu les mêmes défauts techniques que les YouTubers fitness que j'ai analysés, et avec du travail, il a vraiment réussi à tout condenser, à tout mettre en place pour avoir aujourd'hui ce qui pour moi est un bench vraiment parfait. Donc je vais analyser le bench de Brutus à 200 kg. Alors évidemment, Brutus, il est physiquement très différent des youtubeurs que j'ai analysés jusque-là. Il fait 2 mètres, 120 kg, c'est un peu une force de la nature. Mais je trouvais ça intéressant d'analyser du coup son bench. Donc... du coup, comme vous pouvez voir, très bon travail de placement, très bon travail d'ancrage au niveau des épaules et au niveau des pieds. Mais ça, déjà de base, c'est très important. Deuxième aspect que je trouve vraiment très important sur le bench de Brutus, c'est en fait cette ouverture de la cage qu'il a, avec du coup l'ouverture de coude. Comme j'en parlais, c'est ce qui faisait un petit peu défaut à Avner et ce qui explique selon moi son échec à 150 kg au début. Et du coup, il nous claque un 200 kg en pause en bas, sans trop de difficultés, avec vraiment tous ces aspects-là bien régularisés. Donc, si je devais donner une note à Brutus en force, est-ce que c'est un S tier? C'est le premier S tier Brutus. Brutus, du coup, force pure S tier. Technique, je le mettrais en A parce que je pense que c'est pas un S encore techniquement. Il a une très bonne technique, mais il peut améliorer encore 2-3 petits points. Et du coup, la note globale de Brutus, je pense qu'au global, je le mets en S quand même. Donc, ça clôture cette vidéo. Est-ce que les youtubeurs français fitness sont nuls au bench? La réponse est non. Je pense que les youtubeurs fitness français font un excellent travail au bench, que ce soit de performance, mais aussi de donner des conseils, parce qu'il y a certains de ces youtubeurs qui ont fait des vidéos où ils donnent des conseils sur le mouvement. Et je pense qu'en France, du coup, on a des très bons youtubeurs fitness au bench. Sur les autres mouvements, je sais pas. Si vous voulez les analyses des autres mouvements, vous me le faites savoir. Mais en tout cas, je mettrais donc Brutus en S tier. Ensuite, on a Nassim A-, Avner B+, Thibaut B+, et Alex PJ B-. Et enfin, mon gars Flequinho
C'est tiers. Voilà le classement, les boys, pour les youtubeurs fitness français au bench. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous connaissez la chanson. Petit aparté aussi, j'ai des programmes de power. Donc comme je l'ai rapidement dit à la fin, je coach Flequinho, je coach Brutus. Ils ont eu tous les deux des transformations exceptionnelles. D'ailleurs, je ferai des vidéos là-dessus. Mais si jamais ça vous intéresse de suivre le même genre de transformation, n'hésitez pas à aller checker thepanache.app. Vous aurez accès à une douzaine de programmes de power. L'application calcule les charges, tout ce que vous devez faire. Donc en fait, c'est vraiment un banger. Donc je vous invite à checker ça. Évidemment, si jamais vous voulez me soutenir, Silent Walker, link is in the bio, une commande, une brique pour la maison de la mama à Mykonos. Vous connaissez la chanson. Et d'ailleurs, pour le bench, on a les slippers de bench Silent Walker qui sont excellents pour vous offrir un très bon leg drive. Donc si jamais vous n'avez pas de slippers de bench et que vous voulez devenir plus fort sur le mouvement, foncez, checkez les slippers. Évidemment, toujours jamais des moindres, SBD, la meilleure marque pour l'équipement en power sur le marché. Donc évidemment, les bandes poignées que j'utilise pour le bench par exemple, c'est les bandes SBD. Et si jamais vous avez un doute, je vous invite à prendre les bandes médium en flexible. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs parce que c'est parfait pour un go muscu, tout comme c'est parfait pour un powerlifter. Et enfin, jamais des moindres, mon sponsor complément MyProtein. Je prends le Alpha Pre-Workout avant chacun de mes entraînements. 1% de plus sur chaque training égale 20% de force en plus au bout d'un mois. C'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour ma récup, évidemment, la Whey Pro goût caramel salé, c'est un banger. Le lien sera dans la description. Et avec mon code PANA, P-A-N-A, vous avez un pourcentage de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Voilà les boys, la vidéo est terminée. Sur ce, je vous dis à la prochaine.